Alors, bonjour à tous. Donc oui, je m'appelle Lucie et aujourd'hui, je vais parler de Kubernetes, mais plutôt du point de vue du déploiement. Donc, en tant que développeur, vous avez envie de mettre vos applications sur Kubernetes. Alors d'abord, pour commencer, Kubernetes, qu'est-ce que c'est? C'est difficile à dire en quelques mots. En gros, c'est un orchestrateur d'applications containerisées. Donc imaginez, vous avez une infrastructure, vous allez lui donner des machines, physiques ou virtuelles, et ensuite vous allez lui dire, j'ai envie de déployer cette application qui est sur une image, débrouille-toi. Et il va donc manager, scaler, s'assurer de la fault tolerance, etc. Mais bon, et dernière chose, il est souvent utilisé, on va souvent dire K8S, parce qu'il y a 8 lettres entre le K et le S, que vous le sachiez. Mais pour simplifier, je vais plutôt laisser Fireship sur YouTube vous expliquer. Accrochez-vous, ça va très vite. Kubernetes, a tool for managing and automating containerized workloads in the cloud. Imagine you have an orchestra. Think of each individual musician as a Docker container. To create beautiful music, we need a conductor to manage the musicians and set the tempo. Now imagine the conductor as Kubernetes and the orchestra as an app like Robinhood. When the markets are closed, an app like Robinhood isn't doing much, but when they open, it needs to fulfill millions of trades for overpriced stocks like Tesla and Shopify. Kubernetes is the tool that orchestrates the infrastructure to handle the changing workload. It can scale containers across multiple machines, and if one fails, it knows how to replace it with a new one. A system deployed on Kubernetes is known as a cluster. The brain of the operation is known as the control plane. It exposes an API server that can handle both internal and external requests to manage the cluster. It also contains its own key value database called etcd, used to store important information about running the cluster. What it's managing is one or more worker machines called nodes. When you hear node, think of a machine. Each node is running something called a kubelet, which is a tiny application that runs on the machine to communicate back with the main control plane mothership. Inside of each node, we have multiple pods, which is the smallest deployable unit in Kubernetes. When you hear pod, think of a pod of whales or containers running together. As the workload increases, Kubernetes can automatically scale horizontally by adding more nodes to the cluster. In the process, it takes care of complicated things like networking, secret management, persistent storage, and so on. It's designed for high availability, and one way it achieves that is by maintaining a replica set, which is just a set of running pods or containers ready to go at any given time. As a developer, you define objects in YAML that describe the desired state of your cluster. For example, we might have an Nginx deployment that has a replica set with 3 pods. In the spec field, we can define exactly how it should behave, like its containers, volumes, ports, and so on. You can then take this configuration and use it to provision and scale containers automatically, and ensure that they're always up and running and healthy. This has been Kubernetes in 100 seconds. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Vous inquiétez pas, on va revenir dessus. Donc, la chose surtout à comprendre, c'est que quand on installe Kubernetes, on va avoir 2 parties. D'un côté, vous avez le control plane, et de l'autre, vous allez avoir des nœuds ou des worker nodes. Le control plane a pas mal de petites choses qui vont tourner dedans. La première, c'est l'API server. C'est donc une sorte d'API REST que vous allez utiliser en tant qu'administrateur pour parler avec votre cluster, mais qui va être aussi utilisé en interne. Ensuite, vous avez etcd, comme il l'a dit, c'est le Key Value Store, donc c'est la base de données qui va stocker l'état de votre cluster. Vous avez le Controller Manager, qui est pensé un peu comme le cerveau de votre cluster. Et finalement, vous avez le scheduler qui, lui, va prendre les décisions difficiles de décider sur quel nœud va tourner quel pod. Et ceci en fonction de beaucoup d'informations. L'état du cluster, l'état des nœuds, les ressources demandées par le pod, etc., etc. Et finalement, si vous êtes dans un Kubernetes managé, vous allez aussi avoir un Cloud Manager qui va faire le lien entre votre cluster et le Cloud Provider, pour, par exemple, créer des nouveaux nœuds ou simplement provisionner des load balancers. Donc ça, en gros, c'est le control plane. Et de l'autre côté, vous allez avoir des nœuds, donc des machines sur lesquelles va tourner vos containers ou vos applications. Donc pour ça, bien sûr, il faut le container runtime. Donc il faut quelque chose qui soit capable de faire tourner des containers. Ça peut être... il en supporte pas mal. Vous avez le kubelet, qui est, lui, le petit processus qui va faire le lien entre le nœud et le control plane. Donc il va à tout moment dire ce qui se passe de son côté. Et il va aussi recevoir les ordres, par exemple, de scheduling. Et finalement, vous avez quelque chose qui s'appelle le kube proxy qui va s'occuper du networking, donc de s'assurer que les différents pods peuvent communiquer entre eux, etc. Donc sans aller dans les détails, en tant qu'administrateur, vous allez tout le temps aller discuter avec l'API server, et en tant qu'utilisateur, quand vous utilisez le web ou autre pour vous connecter, vous allez passer un moment vers le kube proxy. Mais ça, en gros, c'est ce qu'il faut savoir. Ensuite, on a utilisé pod assez souvent, donc juste pour que ça soit clair, le pod, c'est the smallest deployable unit en Kubernetes.
Si vous faites du Docker, vous savez que Docker est basé sur des constructions Linux qui sont les cgroups et les namespaces qui vont permettre d'isoler ce qui tourne dans un container du host. Les pods, c'est à peu près pareil, mais la différence, c'est que dans un pod, on peut avoir plusieurs containers qui tournent. La différence, c'est que ces containers vont avoir une isolation qui est moindre. Ça veut dire qu'ils vont partager certains des namespaces pour simplifier les choses. Les namespaces partagés, il y en a 3. Il y a l'IPC, qui peuvent utiliser le shared memory ou des message queues. L'UTS, ça veut dire qu'ils auront le même hostname et le même domaine. Et finalement, le net, ça veut dire qu'ils peuvent communiquer via localhost. Donc voilà, un pod, c'est un ou plusieurs containers qui tournent ensemble, qui vont être créés, supprimés ensemble et qui peuvent communiquer de manière plus simple. Ensuite, donc, on va faire pas mal de live aujourd'hui, et juste que vous sachiez, donc, je vais utiliser un SKS, ça s'appelle le Scalable Kubernetes Service, qui est donc le Kubernetes Manager d'Exoscale. Donc tout ce que je vais faire aujourd'hui, si ça marche, sera sur Exoscale. Et pour travailler avec, je vais utiliser 2 choses. Je vais utiliser mon terminal et utiliser la ligne de commande kubectl, qui me donne une sorte d'interface plus simple vers l'API serveur. Et finalement, je vais utiliser Lens IDE, un petit programme qui tourne en local et qui va me donner au fait une vue un peu plus visuelle de mon cluster Kubernetes, mais tout ce que je fais dans Lens va au final se passer sur Exoscale. Donc maintenant, j'ai dit qu'on allait déployer une application, donc pour ça, il me faut une application. J'ai utilisé Rickroller, c'est une petite application très bête que j'ai faite, mais l'intérêt, c'est que c'est un serveur Python. L'image est déjà sur Docker Hub, donc c'est facile. Et un des intérêts, c'est qu'elle peut être déployée toute seule, ou elle peut aussi, optionnellement, utiliser une base de données. Donc on peut avoir 1 ou 2 containers. Juste pour vous donner une petite idée, donc c'est vraiment très bête. Ici, c'est la version que j'ai déployée sur Divio. Donc vous allez simplement mettre une URL, il va ensuite la charger, il va vous faire croire que vous êtes sur le bon site. Vous pouvez envoyer cette URL à un ami et quand il va l'ouvrir, il va croire que c'est un tiny URL, il va interagir avec et à un certain moment, il va se retrouver rickrolled. Voilà, très très profond. Donc ça c'est Rickroller et au final, on va voir comment le déployer. Alors, je vais switcher sur Lens IDE, donc ici on peut voir mon cluster. Alors, j'ai 2 nœuds à disposition et j'ai pas mal de choses qui tournent déjà. Ce sont les choses normales de Kubernetes. Mais la première chose dont on va parler, c'est les namespaces. Un namespace en Kubernetes, ça permet de faire une sorte de cluster virtuel. On peut avoir plusieurs namespaces qui vont être un petit peu isolés les uns des autres. On peut utiliser le cluster par défaut, qui s'appelle logiquement défaut, mais souvent, on aime bien travailler sur des namespaces différents. Donc la première chose que je vais faire, c'est créer un namespace. kubectl create namespace test, et j'utilise kubens qui va me permettre de définir test comme mon défaut dès à présent. Alors, mon namespace est créé, je vais pouvoir maintenant le sélectionner. Alors, on a dit que le plus simple, c'est le pod sur Kubernetes. Donc, pour créer un pod, assez facile, on a ce YAML. C'est une ressource, un manifeste Kubernetes, donc on va avoir toujours une API version et un kind. Ça va simplement dire le type de ressource que l'on veut créer. Vous avez ensuite des métadonnées, le nom, le namespace, des labels, des annotations, etc. Et finalement, vous avez une spec, et la spec va dépendre du type de ressource. Pour un pod, vous allez lui donner une liste de containers, ici Rickroller, avec l'image que vous voulez utiliser et le port qui est exposé. Maintenant, pour créer réellement ce pod, tout simple, kubectl apply, mon fichier, et effectivement, mon pod Rickroller est créé et il est déjà running. Alors, comment je sais que ce pod est running et qu'il fonctionne comme prévu? Alors, on peut aller regarder les logs, ou alors, on peut faire la solution du pauvre, kubectl port forward, pod Rickroller, et je lui donne un port local, ce qui fait qu'il va juste simplement rediriger le trafic d'Exoscale chez moi. Alors, en faisant ça, on peut ensuite aller vérifier. Et effectivement, génial, j'ai Kubernetes qui tourne mon Rickroller. On peut s'arrêter là. Je déconne. Non, bien entendu, un pod, ce n'est pas très intéressant. Je veux dire, je le supprime, il est supprimé. Point barre. C'est pourquoi, normalement, on n'utilise jamais des pods directement, mais on va utiliser des constructions de plus haut niveau. L'une d'elles, par exemple, c'est le déploiement. Alors, un déploiement, ça ressemble à ça. Donc, déploiement, toujours le même nom, et dans l'aspect, comme vous voyez, elle est un peu différente. Cette fois-ci, on va lui dire les réplicas, donc le nombre de pods que l'on veut faire tourner, et on va lui donner un selector qui va permettre au déploiement de savoir quels sont les pods qui tournent Rickroller.
Et finalement, on va lui donner un template qui est au fait comment créer des pods de type Rickroller. La seule chose importante, bien sûr, c'est que ici et là, ça match. Et une fois qu'on a fait ça, alors laissez... Hop, qu'est-ce qu'il m'a fait? Je ne sais pas. C'est égal, ça a été créé. Alors, donc maintenant, j'ai un déploiement Rickroller. Quel est l'avantage? Alors, voyons quelques use cases habituels. Rickroller a un succès fou, normal, c'est génial. Et du coup, ça n'arrive plus à suivre avec un pod. Qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir faire un scaling. Et pour ça, facile, kubectl scale, déploiement Rickroller, et je lui dis le nombre de réplicas qui m'intéresse. Ici, par exemple, 3. En faisant ça, Kubernetes va me créer 3 pods. Ensuite, bien sûr, fault tolerance. Qu'est-ce qui arrive si un de mes pods il tombe? Eh bien, facile, on peut essayer. Supprimons un des pods. Et Kubernetes va tout de suite détecter qu'il y a un problème et relancer un pod. Donc, fault tolerance gratuit. Et finalement, dernier use case, j'ai fait des changements dans Rickroller, il va falloir mettre une mise à jour. Alors, pour simuler une mise à jour, ce que je vais faire, c'est mettre à jour mon déploiement et je vais lui rajouter une variable d'environnement à mon template. Donc, il va falloir changer les pods. Alors, voyons voir ce qui va se passer. Regardez bien ici les pods. Pardon. Voilà. Alors, un nouveau pod arrive, un autre part, un nouveau arrive, un autre part, et on est de nouveau à 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Kubernetes est assez intelligent pour ne pas tuer tous les pods et relancer des nouveaux. Il va le faire petit à petit. Il va en tuer un, le remplacer, ensuite passer au suivant, etc. Ce qui fait que toujours, vous avez 3 pods qui tournent et qui sont up. Ça, c'est assez génial. Pour mieux comprendre, imaginons maintenant que la mise à jour s'est très très mal passée, il va falloir revenir en arrière. Et cette fois-ci, plutôt que de regarder les pods, on va aller regarder les réplica sets. Un réplica set, c'est ce que le déploiement va utiliser pour gérer le nombre de pods. Pourquoi j'en ai 2? Parce que le premier réplica set, c'était pour ma première version, et le deuxième réplica set ici, c'est pour la deuxième version, avec un desired à 3. Pour revenir en arrière, on peut faire un kubectl rollout undo, déploiement Rickroller. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va simplement jouer avec les réplica sets pour passer de l'un à l'autre petit à petit. Et ça, c'est la magie derrière les déploiements et le scaling. Alors, laissez-moi revenir juste un coup en arrière. Comme ça, on a la dernière version. Et maintenant, discutons de comment accéder à Rickroller. Donc là, super, j'ai 3 pods, mais comment est-ce que j'y accède? Les pods ont des adresses IP, mais ça va et ça vient. Donc je ne peux pas vraiment les utiliser. Il me faudrait une IP fixe. Et pour ça, Kubernetes nous met à disposition les services. Alors un service, ça ressemble à ça. Dans la spec, on a d'abord un type. Ici, j'utilise cluster IP, donc je lui demande simplement de me donner une IP qui va être disponible à l'intérieur du cluster, mais qui n'est pas publique. Ensuite, je lui donne le sélecteur qui va permettre au service de savoir quels sont les pods qui tournent Rickroller. Et finalement, je lui donne des ports, donc le port sur lequel le service écoute et le port sur lequel rediriger le trafic. Et une fois qu'on a créé un service, alors je vais aller maintenant dans Service, je vois que j'ai une adresse qui est l'adresse de mon service, et cette adresse va toujours rediriger vers des pods Rickroller, car il va rediriger vers les endpoints. Ici, j'ai 3 pods, et donc j'ai 3 adresses IP. Si les pods disparaissent ou reviennent, cette liste va être mise à jour. Et la manière dont le service fonctionne, par défaut, c'est du round robin. À chaque fois, il prend un autre pod. Donc magnifique, maintenant j'ai le service, mais qu'est-ce qui arrive quand je veux y accéder depuis l'extérieur? Le cluster IP, c'est interne. Eh bien pour ça, on a 2 possibilités. La première, ici dans le type, à la place de cluster IP, je pourrais utiliser load balancer. Donc je demanderai ainsi à Exoscale de créer un load balancer avec une adresse IP publique et je la lirai à mon service. Mais il y a aussi une autre manière, et ça c'est d'utiliser ce qu'on appelle des ingresses. Alors les ingresses, ça ressemble à ceci. Mais pour comprendre, il faut savoir que les ingresses, c'est quelque chose de basique en Kubernetes, mais ça ne fait rien, à moins que vous installiez un ingress controller. Dans mon cas, j'ai installé le Nginx Ingress Controller, et pour comprendre un peu comment ça se passe, je vais juste revenir sur mes slides. Ça ressemble un petit peu à ça. Donc, quand j'installe le Nginx Ingress Controller, il va créer un service de type load balancer. Donc, il va avoir une adresse IP fournie par Exoscale. Ensuite, je vais créer des ingresses dans mon cluster, et
le service Nginx a aussi installé des Nginx, donc il fait tourner des Nginx dans des pods, et ces Nginx ont une configuration, nginx.conf. Et celle-ci est dynamiquement mise à jour à chaque fois que je crée ou que j'enlève des ingresses, donc des ressources ingresses. Et du coup, au final, quand j'accède à mon load balancer, ça se redirige sur le service Nginx, qui redirige vers un des pods Nginx, qui lit sa configuration, qui va ensuite rediriger plus loin, dans notre cas, sur le service Rickroller et sur le pod. Donc ça, c'est un petit peu comment ça fonctionne. Donc revenons à Ingress, ça ressemble donc à ça. J'ai quelques annotations qui sont justement pour configurer mon nginx.conf de manière un peu spéciale. Et finalement, dans l'aspect, j'ai les rules. Je peux utiliser des hostnames, je peux utiliser beaucoup de choses, mais dans mon cas, j'ai utilisé un préfixe, /Rickroller. Et donc, en gros, il dit, quand quelqu'un tape avec ce préfixe, tu rediriges vers le service Rickroller sur le port 80. Alors, je la mets en place. Ensuite, je vais aller dans Exoscale, juste voir dans mes load balancers, j'en ai qu'un, c'est celui du Nginx controller, copier l'IP et vérifier que je peux bien y accéder. Donc cette fois-ci, je vais devoir mettre Rickroller. Et effectivement, j'ai maintenant accès à Rickroller. Donc avec tout ça, déploiement, service, ingress, j'ai déployé mon application Rickroller sur Kubernetes et correctement. Mais bon, ce n'est pas super pratique. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de YAML, c'est juste du pur YAML. Maintenant, disons que j'ai envie d'installer Rickroller une deuxième fois, mais avec des paramètres un poil différents, ou que j'ai envie de passer mon application Rickroller pour que quelqu'un d'autre le déploie, ou même que j'ai juste envie de les supprimer, je vais devoir faire des deletes de tout ce que j'ai créé. C'est compliqué, c'est error-prone et ce n'est pas pratique. Et c'est pourquoi il existe Helm. Helm, c'est une sorte de package manager pour Kubernetes. Pensez un petit peu Homebrew, pour ceux qui ont des Mac, ou apt-get sur du Linux. L'idée, c'est de pouvoir packager tous ces YAML et tous ces trucs en une unité qui va pouvoir être partagée, distribuée, mise dans des registries et surtout aussi customisable au moment de l'installation. Alors, pour mieux comprendre, voyons voir et créons ensemble une Helm chart. Donc, un package Helm. Excusez-moi, c'est de ce côté. Alors, ici, je suis sur VS Code et j'ai juste un dossier ici qui s'appelle Lala, et Lala est une Helm chart. Pourquoi? Parce qu'il y a deux fichiers, chart.yaml et values.yaml. Le chart.yaml, c'est simplement les métadonnées de votre Helm chart. Donc, vous avez la version de Helm utilisée, un nom, une description, une version. Ensuite, vous avez values.yaml. Values, ça va stocker au fait tous les paramètres que vous avez envie de permettre à l'utilisateur de customiser au moment de l'installation. Donc, tout ce qui va pouvoir être changé. Vous allez y mettre les défauts et ensuite, on verra comment l'utiliser. Et finalement, vous avez des templates. C'est un dossier avec simplement des YAML. Alors ici, par exemple, j'ai un template très bête qui dit Hello Fribourg. Et voyons voir déjà ce que ça donne. Alors, je vais juste aller dans Lala et je vais pouvoir faire un Helm template et le chemin vers ma charte qui est point. Et en faisant ça, pas très folichon, il me sort mon YAML, super. Mais là où ça devient intéressant, c'est que les Helm charts vont supporter le Go Templating Language. Donc, on va pouvoir utiliser le Go template, des Go templates pour faire des choses compliquées telles que des if, des loops, des for, etc. Et surtout, Helm va nous mettre à disposition énormément d'informations, de contexte. Pour mieux comprendre, je vais créer ici un Go template et dedans, je vais appeler une fonction qui s'appelle toYAML et je vais lui donner en paramètre point. Le point, c'est le root context que j'ai à disposition. Et si je refais un Helm template, là, j'ai beaucoup d'informations. C'est tout ce que Helm me donne. D'abord, j'ai une liste de capabilities. C'est en gros toutes les API, toutes les ressources que le Kubernetes sur lequel je suis connecté à l'heure actuelle supporte, qui vont pouvoir être utilisées pour faire des ifs et des choses complexes. Vous avez ensuite des versions. Vous avez tout ce qui vient de la chart.yaml. Vous avez toutes les informations sur qu'est-ce qu'on est en train de faire là à l'heure actuelle. Est-ce que c'est une première installation? Est-ce que c'est une upgrade? Si oui, dans quel namespace? Avec quel nom? Etc. Vous avez des subcharts, on va en parler. Et surtout, vous avez values. Ici, hello world. Donc tout ce qu'il y a dans values.yaml. Maintenant, laissez-moi faire simplement un set et mettre hello quelque chose. Et comme vous voyez, mes values ont changé. Donc c'est comme ça que ça se passe. Alors, pour de vrai, c'est clair que ça ne ressemble pas à ça. On va avoir des choses telles que... oups, pardon. Ça,
des choses comme ça, où là, maintenant, ça devient beaucoup plus intéressant, car on peut customiser l'output, le YAML, à la sortie. Alors bien sûr, hein, pour de vrai, vous imaginez bien, les Helm charts, ce n'est pas aussi simple, c'est des templates complexes, on ne va pas faire ensemble une chart pour Rickroller, j'en ai déjà créé une, mais vous voyez un peu comment ça fonctionne. Donc les templates, hein, comme je disais, sont souvent un petit peu plus longs et un petit peu plus compliqués, il faut connaître un peu Kubernetes, et dans les valeurs, on a aussi souvent beaucoup de choses mises à disposition. Mais donc, maintenant, je vais aller dans ce dossier Rickroller, et on va installer Rickroller. Alors, je vais me connecter à test, voilà. Et on va simplement faire un Helm install. Rickroller, c'est le nom qu'on lui donne, et point, qui est le chemin vers ma charte. Et en faisant ça, il a déployé Rickroller. Donc, tous les ingress, le service, le pod. Et d'ailleurs, si je retourne ici dans Lens, je vois que j'ai de nouveau un pod qui tourne. Or, ça, c'est bien beau, mais ce qui est encore plus fort, c'est qu'avec Helm, on peut distribuer ces Helm charts et les mettre à disposition. Par exemple, disons que j'ai envie d'une base de données maintenant. Alors, je pourrais utiliser MongoDB, et pour la déployer, je peux utiliser une charte mise à disposition par Bitnami. Donc ici, Helm upgrade install ou Helm install, le nom que je lui donne, la charte que je veux utiliser, et je fais quelques sets ici pour qu'il me crée une base de données. Alors, en faisant ceci, j'ai maintenant un MongoDB qui tourne. Alors, ça marche parce que j'ai rajouté dans mes repositories, j'ai un repository qui s'appelle Bitnami, juste que vous sachiez. Mais ça, c'est bien. Maintenant, la dernière chose, c'est que Rickroller n'est pas encore fait pour utiliser Mongo. Donc, ce qu'on peut faire, c'est un Helm upgrade, Rickroller, et cette fois-ci, je vais lui mettre une variable d'environnement pour qu'il se connecte à ma base de données. Et avec ça, j'ai Rickroller avec une base de données en utilisant Helm. Donc ça, c'est cool, hein, c'est très puissant. Et si j'ai envie de tout désinstaller, j'ai plus qu'à faire des Helm install, Rickroller, MongoDB, et tout est clean. Donc ça, c'est super, mais maintenant, imaginez que vous avez un gros projet hein, composé de microservices, donc vous avez 27 microservices, vous avez 10 bases de données, etc. etc. Bah, gérer toutes ces Helm charts, c'est compliqué. Hein. Ça fait beaucoup d'installs, beaucoup d'upgrades. Il faut quelque chose en plus. Alors, pour ça, on a deux possibilités. La première, c'est d'utiliser la notion de sous-chart, subchart. En Helm, vous avez la possibilité de créer une Helm chart qui va ensuite inclure d'autres Helm charts. Et du coup, vous allez installer votre Helm chart project, votre umbrella chart, comme on appelle ça, et elle va, elle, installer tout le reste. Sans aller dans les détails, sachez que c'est possible, et ça va ressembler un peu à ça. Dans le chart.yaml, on a quelque chose qui s'appelle dependencies, on peut lister des charts, et ensuite, dans values.yaml, on peut les customiser avec leur nom, et ensuite passer des valeurs. Donc ça, c'est une première possibilité. Et une deuxième, qui est celle que personnellement j'apprécie, c'est d'utiliser Helmfile. Helmfile, c'est, pensez un petit peu, c'est le Docker Compose du Docker. Et un Helmfile, c'est simplement un fichier YAML dans lequel on va lister les différentes releases ou les différentes parties, les différentes Helm charts qui composent notre projet. Donc pour chaque release, on va lui donner un nom, le chemin vers la charte, les valeurs à passer à Helm install, et on peut même aussi lui dire d'autres choses, par exemple les needs. Ici, je dis simplement que Rickroller a besoin de Mongo, donc il doit être installé après. Donc je décris vraiment ce que je veux. Je vais aussi pouvoir lui dire les repositories. Et une fois qu'on a ça, alors je vais juste aller dans Helmfile, on va pouvoir faire simplement Helmfile sync. Et lui tout seul va simplement installer mes deux Helm charts. Et effectivement, j'ai de nouveau MongoDB et Rickroller qui sont installés. Et maintenant, imaginons que vous avez des mises à jour, vous avez des choses qui vont changer. Par exemple, MongoDB, il avait root A comme root password, ça ne va pas, j'ai envie de root. Alors, je n'ai qu'à sauver mon Helmfile. Et ensuite, à la place de Helmfile sync, je vais faire un Helmfile apply. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va d'abord comparer le state, ce que je désire, qui est défini dans mon helmfile.yaml, et ce qu'il y a dans le cluster. Il va découvrir où il y a des discrépances. Ici, dans ce cas, c'est un changement dans MongoDB root password. Et du coup, il va mettre à jour uniquement les charts qui ont changé. Et ça veut dire que là, maintenant, si je fais un Helm list, j'ai effectivement MongoDB et Rickroller. Et comme on voit, MongoDB a été mis à jour, il est à la révision 2, alors que l'autre n'a pas été touché. Et ça, c'est une des forces aussi de Helmfile.
Helmfile, ça va aussi beaucoup plus loin. Ça a une ligne de commande qui est vraiment très, très complexe, qui permet de faire beaucoup de choses. Ça a aussi la possibilité de déclarer différents environnements, d'avoir des valeurs différentes selon les environnements. Si vous avez envie d'avoir un staging et une prod, ou un dev, vous avez la possibilité d'utiliser des Go templates à l'intérieur même de Helmfile pour faire des choses très complexes. Donc vraiment, Helmfile, c'est très, très puissant. Ça a l'air simple, mais ça peut vite devenir complexe. Le gros avantage, c'est que vous avez simplement un ou plusieurs fichiers YAML qui définissent exactement ce que vous souhaitez, donc le state exact, et ensuite, le reste va être géré par Helmfile Apply. OK, donc là, c'est déjà pas mal, hein. On a une seule ligne de commande. J'ai envie de tout désinstaller. J'ai juste à faire un Helmfile destroy. Et voilà, j'ai plus rien dans mon cluster, tout est propre. La seule chose qui me gêne encore, c'est que là, on va devoir quand même faire manuellement dans la ligne de commande quelque chose pour mettre à jour notre cluster. À l'heure actuelle, tout le monde parle de GitOps, d'automation, etc. Et donc, ce qu'on voudrait, au fait, c'est que notre Helmfile soit à l'intérieur d'un Git et que, à tout moment, je puisse mettre à jour, faire un push, et quand le push arrive, mon cluster soit mis à jour automatiquement. Alors ça, c'est possible, bien entendu, et il y a beaucoup de solutions mises à disposition. Les plus connues sont Flux CD, et l'autre est Argo CD, et c'est donc ce dernier dont je vais parler aujourd'hui. Alors, en très simple, Argo CD, c'est quelque chose que vous installez dans votre cluster, et ensuite, vous allez pouvoir le configurer pour qu'il watch des repositories Git, et à chaque fois qu'il y a un changement, donc à chaque fois qu'il y a un code qui a été pushé, il va soit recevoir via un webhook, soit aller, lui, toutes les 3 minutes par défaut, regarder s'il y a un changement, et s'il en détecte, il va simplement synchroniser votre cluster. Chose assez folle, Argo CD peut fonctionner simplement comme ça, mais il peut aussi être capable de syncer des autres clusters. Donc vous pouvez utiliser Argo CD dans un cluster de base pour créer d'autres clusters, etc., etc. Donc c'est très avancé, c'est aussi très utilisé, mais pour l'instant, on va vraiment juste regarder la base. Donc j'ai déjà installé Argo CD dans mon cluster Exoscale et on va simplement le déployer pour Rickroller. Alors, j'ai déployé Argo CD, comme je le disais. Donc la seule chose, c'est d'y accéder. Je vous ai déjà montré le truc de port forward. Je vais utiliser la même chose. Et je vais juste le faire rediriger sur le port 8888 de ma machine. Alors, je vais juste aller sur... Youp. Et voilà. Alors, Argo CD, ça ressemble à ça. Et pour créer une nouvelle application, on pourrait utiliser le UI. Mais une chose intéressante, c'est qu'on peut aussi utiliser kubectl comme on l'a fait avant. Pourquoi? Parce que Kubernetes est extensible. Vous avez la possibilité de définir des nouveaux types de ressources et de les ajouter à Kubernetes pour que les utilisateurs puissent ensuite en créer. Et du coup, quand j'ai installé Argo CD, il a créé ce qu'on appelle des Custom Resource Definition. Donc, il a rajouté des ressources à l'interface Kubernetes. Et du coup, ça fait que je vais pouvoir utiliser du YAML pour configurer mon Argo CD. Donc, ça ressemble à ça. Comme vous le voyez, hein, API version est kind, donc c'est juste Argo Proj, ce n'est pas quelque chose qui vient de Kubernetes directement. Et ce qui va nous intéresser, c'est la spec. Donc ici, je vais d'abord lui configurer une source. Donc, quel Git repo aller regarder? C'est le repo que j'ai ici, ouvert. Un chemin, Helmfile. Et la target révision, ici, je lui dis simplement default branch head. Et finalement, la destination, donc je lui dis le namespace, ça va être Rickroller, et le serveur qui est le serveur Kubernetes par défaut auquel il est connecté. Et finalement, j'ai une sync policy qui va permettre de simplement dire à Argo CD, oui, je veux que tu fasses du sync tout seul, dans les deux sens. Donc, si Git change, tu mets à jour le cluster. Si le cluster change et que je ne te l'ai pas demandé, reviens en arrière. Et avec ça, laissez-moi juste aller dans Argo CD, je peux faire simplement un kubectl apply après crawler. Et je vais ensuite dans Argo CD et je vois que quelque chose a été créé. Il a déjà poolé ce qu'il y avait dans mon repository Git et il a tout découvert. Et il est maintenant en train de me créer toutes mes ressources. Alors, j'aurais bien envie de vous faire encore une petite démonstration avec un sync, etc. Mais au final, on arrive un petit peu à la fin du temps et la dernière présentation va vous reparler d'Argo CD, donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. Mais j'espère que ça vous donne une petite idée du GitOps que l'on peut utiliser.
Très bien. Alors, petite récap, ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, on est parti avec des manifestes, comme on appelle ça, du YAML, qui va simplement créer des ressources pour interagir avec Kubernetes. Et on s'est rendu compte que c'est cool, mais ce n'est pas très pratique. Et du coup, on a envie plutôt d'avoir quelque chose qu'on puisse packager, qu'on puisse customiser et qu'on puisse distribuer. Et c'est là qu'on a parlé de Helm et des Helm charts. Les Helm charts, c'est super, mais souvent, les projets ont énormément de Helm charts. Et du coup, pour toutes les gérer ensemble, on a deux possibilités. Les umbrella charts, donc une charte qui a des sous-charts, ou d'utiliser Helmfile, le Docker Compose de Helm. Et finalement, pour automatiser tout ça et faire du vrai GitOps, on a utilisé Argo CD. Petit détail que j'ai oublié de vous dire, quand j'ai installé Argo CD sur le cluster, Argo CD vient avec beaucoup de choses. Il est capable de gérer du Helm, du Customize, des YAML tout simple, mais Helmfile ne vient pas par défaut. J'ai donc installé un petit plugin qui lui permet de le supporter. Et avec tout ça, j'arrive au bout de ma présentation. Sachez que j'ai également fait un site web avec tout ce que je vous ai raconté ici et bien plus encore. Donc, si vous avez envie de refaire ça à la maison ou si les choses n'étaient pas claires, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez aussi un repository Git avec toutes les sources que je vous ai montrées. Vous avez un module Terraform aussi. Donc, si vous avez envie d'utiliser Exoscale et de découvrir SKS, vous pouvez demander à Sébastien Pitet pour un petit coupon qui est ici. Et vous pourrez créer votre SKS et refaire tout ce que j'ai fait là, donc déployer Rickroller sur votre cluster Kubernetes à vous. Si vous n'avez pas réussi à faire les yeux doux à Sébastien, vous avez aussi la possibilité de tout faire ça en local avec quelque chose qui s'appelle K3D, qui vous permet de lancer un Kubernetes sur votre machine locale qui tourne en Docker. Tout est expliqué sur le site web, donc n'hésitez vraiment pas à aller jeter un œil. Et d'ailleurs, si vous l'appréciez ou si vous avez trouvé ça cool, laissez une petite étoile sur le GitHub, ça fait toujours plaisir. Et puis comme ça, on sait que quelqu'un l'a lu. Et avec tout ça, je vous remercie. Et si vous avez des questions. Merci beaucoup, Lucie. Et je suis dans les temps. Parfaitement dans les temps. 32 minutes, je suis très fière. Dans les temps. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Qui c'est qui se lance? Non, mais tout était limpide, Jacques. Je pense que c'était limpide, effectivement. on a vu beaucoup de choses. On a vu, une première question en haut, parfait. Mais juste peut-être on l'aura sur la vidéo, comme ça. Ça serait juste concernant les certificats SSL. Alors, comment est-ce que ça se gérerait voilà, avec Let's Encrypt? Alors ça, c'est une très bonne question. Ça va dépendre énormément du type de Kubernetes que l'on a, etc. Sur Exoscale, je ne sais pas les détails, mais j'imagine que les load balancers reçoivent des certificats directement de la part d'Exoscale. On a un moyen avec Cert Manager, on a un moyen d'intégrer des certificats de Let's Encrypt et puis de terminer. Alors ça ne se termine pas sur le load balancer lui-même parce qu'en fait c'est des NLB L3, L4, mais c'est après dans le cluster Kubernetes. Voilà, et ça correspond un petit peu aussi à ce qu'on va retrouver aussi ailleurs sur AWS et autres. Merci pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Vous êtes prêts à déployer vos propres services maintenant? Voilà, moi j'avais une petite question. J'ai vu pas mal de mots de passe qu'il y avait dans votre Git. Et quand je vois Git et puis mot de passe dessus, ça me pose un petit problème. Je voulais savoir si vous avez des mécanismes pour éviter de mettre tout ça dans un... Oui. Excellente question, merci de la poser. Alors, effectivement, là, je déploie, c'est juste pour s'amuser, donc il y a des routes password, etc. Pour de vrai, on ne va jamais faire ça. Et alors, il y a plusieurs solutions. Une solution très utilisée, c'est ce qu'on appelle des external secrets. Donc, c'est quelque chose qui permet de se connecter à un vault. Donc, vous avez un vault à quelque part avec vos secrets. Et quand vous déployez vos ressources, vous lui mettez simplement le chemin vers ce secret dans le vault. Et au moment où ça va être déployé, il va y avoir un petit processus qui va aller regarder dans le vault et attacher le bon secret. Donc, c'est une solution parmi d'autres, mais effectivement, c'est à éviter. Donc, bien vu. Je ne sais pas si vous utilisez autre chose qu'External Secrets ou... Voilà.
External Secret, c'est très bien fait et il supporte donc le Vault de HashiCorp, mais il supporte aussi les secrets AWS, Secret Vault d'AWS, etc., etc. Très bien, alors dans ce cas-là, je laisse la parole. Merci beaucoup, Lucie. Alors, on a aussi un petit quelque chose pour toi encore. Normalement, pour les orateurs, on leur offre de la bière et du chocolat. Vous allez voir après les autres aussi. Mais comme toi, on sait que tu préfères les poulpes et le thé. Donc, on a une petite tasse avec un poulpe et un petit t-shirt avec un poulpe. C'est génial. Franchement, j'adore. Merci. Merci, Lucie. On applaudit encore bien fort. Merci.